Ouais, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aussi me lancer dans une vidéo. On est tous un peu autistes ou bien il y a trop d'autisme médiatisé actuellement. Je tenais à aborder ces deux points parce que ça a pas mal été vu sur les chaînes YouTube classiques, des personnes qui font beaucoup de vues sur le TSA. Si ces personnes qui ont des chaînes YouTube font beaucoup de sujets là-dessus actuellement, c'est que c'est un sujet, c'est que c'est basé sur une observation. Alors maintenant, on va essayer un petit peu de relativiser un petit peu tout ça. Concernant l'augmentation de la médiatisation de l'autisme, déjà j'ai envie de dire, on consulte par exemple sur les médias beaucoup de sujets sur l'autisme parce que c'est un de nos intérêts spécifiques. On veut savoir comment on fonctionne. Depuis tout petit, on s'est senti en décalage et je parle beaucoup pour les personnes qui ont été diagnostiquées tardivement, qui sont passées complètement à côté de leur compréhension de soi-même. Il peut y avoir un intérêt dévorant pour tout ce qui est témoignage et tout ce qui touche au TSA de près ou de loin et la neuroatypie en général. Donc nous faisons beaucoup de recherches. Les algorithmes s'affolent et nous proposent plein de nouvelles vidéos, ce qui fait qu'il y a un petit peu un effet Barnum. C'est-à-dire qu'on pense désormais que toute la société parle de l'autisme, du TSA, et on espère du coup que toute la société va s'informer, va être informée après ces décennies où en France c'était complètement inconnu ce sujet, voire tabou. Euh, Passer de l'autre côté de l'Atlantique, ce sujet il n'est plus du tout tabou parce qu'il est évoqué depuis une dizaine d'années, voire 15 ans, voire peut-être plus. Et là-bas, il est très fréquent de voir des personnes avec TSA. Il n'est pas choquant qu'il y ait des diagnostics tardifs, qu'il y ait des aménagements au travail. Ça n'a rien et que les gens soient beaucoup plus sensibilisés à l'autisme. Ça n'a rien d'étonnant là-bas. Ici, on en est vraiment au début du début. Bien sûr, c'est bien mieux qu'il y a 5 ans, c'est bien mieux qu'il y a 3 ans. Il y a quand même un véritable phénomène de sensibilisation à faire auprès du grand public, puisque si les gens s'imaginent encore aujourd'hui qu'un autiste, ça se limite à l'enfance, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Qu'est-ce que je veux dire d'autre sur cette hypermédiatisation qui est critiquée? Les gens disent c'est du cirque, tout ça. En fait, on va essayer de voir les choses autrement. C'est-à-dire que pour beaucoup de diagnostiqués tardifs, eh ben, on est passé, comme je dis, à côté complètement de notre propre fonctionnement. On savait qu'il y avait beaucoup de choses qui clochaient. On sait qu'il y a un décalage total dès la petite enfance avec les nôtres, qu'il y a des difficultés énormes de communication. J'ai envie de dire, euh, aujourd'hui, enfin, on rencontre sur les réseaux sociaux des gens comme nous qui ont le même fonctionnement et beaucoup vont se faire diagnostiquer. Beaucoup prennent confiance aussi parce que ils ont vécu un petit peu dans la honte pendant des décennies. Et aujourd'hui, ils ont mis des mots sur leur propre fonctionnement. Et enfin, certains d'entre nous commencent à s'assumer, en fait, quelque part. Sans honte, et puis même tout simplement, dans mon cas, c'est parce que je suis dans un tel état d'épuisement que je me dis: voilà, je vais plus masquer. Aujourd'hui, je vais plus masquer. Comme je le disais dans une autre vidéo, pour beaucoup de gens, le cirque commence maintenant et moi je dis: non, le cirque c'était avant, quand je masquais, quand je faisais des efforts, quand je compensais. Et maintenant, aujourd'hui, vous me voyez tel que je suis avec mon casque, mes lunettes de soleil éventuellement quand vraiment, comme en ce moment je cherche à gérer mon économie tout simplement pour faire une journée de travail entière. Je vous
vous cite juste un exemple, la journée d'hier, j'ai eu des rendez-vous extérieurs. J'étais, alors bon, on était plusieurs de mon travail à avoir ce rendez-vous extérieur. Je ne parlais pas complètement, mais toute la journée, j'ai entendu des conversations, en fait, entre des gens. En début, milieu d'après-midi, j'ai commencé à complètement décrocher, en fait. Je ne communiquais plus, en fait. Et bah, quand je suis rentré le soir, bah, j'étais complètement HS, quoi. J'ai dormi. Et bon, bah là, ce matin, là, ça va. Là, il fait beau. Je me suis dit, je vais en profiter pour sortir pendant qu'il n'y a personne. Excusez-moi si ma vidéo est décousue, j'ai vraiment extrêmement de mal à maintenir le fil. Ça aussi, c'est vraiment un aspect du TSA, bon, dans mon cas, mêlé avec le TDAH, ce qui fait des gros problèmes de concentration. Mais voilà, aujourd'hui, oui, il y a des raisons pour que l'autisme, même s'il reste globalement ignoré d'une bonne partie de la population dans son fonctionnement et ses manifestations, et ben oui, il y a une, ces sujets apparaissent dans les communications médiatiques. Et j'ai envie de dire une chose pour celles et ceux que ça rêve, enfin que ça énerve en fait, qu'on parle de ça, qui disent c'est une mode. Ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est une mode. J'ai envie de vous dire, vous êtes autiste. La société a complètement ignoré, autisme sans déficience intellectuelle, hein. C'est-à-dire que vous avez masqué pendant des décennies, vous vous êtes épuisé. Les gens n'ont ignoré vos besoins sensoriels, vos besoins de repos, vos besoins d'aménagement. Et soudain, enfin, les médias et même la médecine commencent vraiment à s'intéresser à ce phénomène. Dans un monde ordinaire, la population tout entière devrait être révoltée par ça. Elle devrait se dire on a laissé plein de gens de côté. C'est honteux. On doit leur donner la parole. Et ben, on constate que parfois c'est soit ce phénomène ne se produit pas du tout, soit eh ben, il est ignoré, il est mis sous le tapis. Les gens cherchent encore à le mettre sous le tapis, alors que ce sont juste des faits de ce que nous vivons. C'est notre fonctionnement en fait. Et bah, c'est un peu comme, bon, je ne vais pas faire des comparaisons, mais si c'était des maladies visibles, enfin, à plein temps, c'est-à-dire que vous avez une maladie qui fait que ce soit visible extérieurement, bah, les gens, en fait, ils le remarqueraient tout de suite, en fait. Tu perds tes cheveux et tout ça, mais là, dans l'autisme, c'est même pas une maladie, c'est un fonctionnement, en fait. Et c'est un fonctionnement qui fait que, bah, pour beaucoup de nous, on camoufle. Bien sûr, pour les autistes sévères, c'est impossible à camoufler. Mais nous, comme je le disais dans une précédente vidéo, nous avons des capacités intellectuelles et physiques qui nous permettent de mieux nous en sortir. Et dans l'apparence, bah, de vivre au milieu des nôtres, mais tout en étant étranger, en fait, quelque part. Et aujourd'hui, puisque le TSA est enfin médiatisé, alors que en fait, bon, bah, c'est quelque chose de très... L'autisme Asperger, c'est connu depuis très longtemps, enfin à l'échelle humaine, non, mais c'est connu depuis plusieurs décennies déjà, hein. Mais par contre, simplement, il était sous-estimé. L'autisme Asperger était très très sous-estimé. On associait ça à du génie, à des gens qui avaient un syndrome du savant. Mais ça concerne que 2% des autistes Asperger. Et effectivement, eux, ils étaient plus visibles parce qu'ils avaient de tels dons que ça attirait la curiosité un peu de tout le monde. Mais en dehors de ça, ce qu'on a découvert, voilà, c'est ça ce qui fait que les gens ne comprennent pas,
C'est qu'il y a, moi j'ai pas de problème à utiliser le terme Asperger, hein. Il y a énormément d'autistes Asperger, qui n'ont pas ce syndrome du savant et à qui enfin on donne, la parole. Et c'est ça ce qui se passe, c'est ça ce qui est nouveau dans le débat actuel. Dans 5 ou 10 ans, ce sera plus un sujet. Mais aujourd'hui, voilà, les gens, ils se disent: «C'est quoi encore ça?» Enfin c'est et encore une fois, moi je veux dire que ça me glisse dessus, mais je veux dire c'est contre-intuitif parce que justement ces gens qui en silence ont souffert pendant des décennies, et ben on leur dit, hein, encore, bah oui, maintenant vous faites le cirque, vous avez bien réussi à passer des décennies en gros à vivre avec nous et maintenant qu'est-ce que ça veut dire, vous voulez vivre entre vous limite ou vous voulez vous parlez trop de vous, voilà. Mais non, encore une fois, pour nous le cirque est terminé, voilà. On, on a enfin des aménagements pour certains d'entre nous. Ça, vous le savez pas, mais beaucoup d'entre nous sont morts précocement à cause justement de ce sous-diagnostic, de cette absence de médiatisation de leur fonctionnement et se sont tellement adaptés comme des caméléons que, eh ben, ils ont fait des... Déjà, beaucoup n'ont pas pu maintenir un travail jusqu'à la retraite. Beaucoup ont fait des AVC, des choses comme ça, ont eu des problèmes cardiaques, de la tension, des choses comme ça, à force de vivre en décalage, des syndromes d'épuisement, des choses comme ça. Donc, encore une fois, il y a toute une partie de gens qui seront passés à cause de leur fonctionnement, ils seront morts précocement et parfois dans l'incompréhension totale, non seulement des autres, mais de leur fonctionnement. Ils n'étaient pas fous, ils savaient qu'ils avaient ce décalage, mais ils n'osaient pas en parler. Et pourquoi ils n'osaient pas en parler? Parce que la plupart d'entre nous étions isolés jusqu'aux réseaux sociaux. Ce n'est que depuis peu de temps que nous pouvons discuter librement entre nous et que enfin on remarque que en fait l'autisme Asperger ça concerne énormément de gens en fait. Voilà. Maintenant sur la remarque on est tous un peu autistes, oui, un peu, oui, mais pas entièrement. Je vais vous poser juste quelques questions aux personnes qui sont neurotypiques et vous verrez si vous vous reconnaîtrez dans de ce que vivent les personnes avec TSA. Est-ce que petit vous aviez un décalage total avec les groupes scolaires? Est-ce que vous vous sentiez malade à l'idée de communiquer? Est-ce que vous ressassiez 10 fois les conversations, voire 100 fois dans votre tête avant d'entamer une conversation, y compris de la veille au lendemain? Est-ce que vous avez eu des problèmes d'habileté dans le sport, mais parfois qui vont jusqu'à la maladresse, qui font que en fait on n'ose pas vous choisir dans votre équipe au foot ou au basket, qui renforce votre sentiment d'isolement? Est-ce que vous avez voulu quitter l'école tout simplement? Bon, je sais qu'aujourd'hui maintenant c'est beaucoup plus possible, mais moi quand j'étais à l'école c'était quasiment impossible quoi, de faire l'école à domicile. Donc je me suis tapé des années d'école, c'était le cauchemar quoi. Envie de vomir des fois pour aller à l'école. Et encore je m'en sors pas trop mal parce que j'étais pas trop mauvais en masking quoi. Est-ce que après vous avez, lorsque vous avez cherché du travail, éliminé d'office des sociétés parce que vous pensiez qu'il y aurait beaucoup de réunions de communication? Est-ce que vous flippiez à l'idée de trouver un travail où il y avait un risque d'y avoir beaucoup de communication? Est-ce qu'une fois que vous avez décroché ce travail, vous vous sentiez malade à l'idée de mal faire, tellement on vous a brisé votre confiance, tellement quand vous étiez petit, quoi?
Hein, vous êtes rendu malade, y compris la veille, y compris plusieurs jours à l'avance quand vous saviez que vous aviez une activité commune, même si c'est une activité de sociabilisation là, à la mode encore dans certaines entreprises françaises, mais qui ne sont plus de l'autre côté de l'Atlantique parce que on a compris justement que beaucoup de personnes n'étaient efficaces que si on leur foutait la paix. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Oui, est-ce que pendant le confinement, vous étiez soulagé d'être seul? Moi oui, personnellement, je pouvais m'adonner à mes intérêts spécifiques toute la journée. C'était pas un problème pour moi. Posez-vous la question, vous qui n'êtes pas TSA, est-ce que vous étiez heureuse et heureux, hein? Moi j'ai bien vu, hein, ça c'est vraiment le confinement, c'est le test ultime hein, pour savoir si vous êtes TSA ou pas. Hein. Ça devrait même être dans les critères diagnostiques. Enfin je dis ça avec un peu d'humour, mais c'est pas faux parce qu'en fait pour une fois, alors je parle pas des choses qui sont imposées par l'État, hein, parce que je déteste ça. Mais bon, voilà, imaginons que le confinement n'ait pas été imposé par l'État, qui soit, voilà, qu'il y ait eu un confinement tout simplement. Le nombre de personnes neurotypiques qui ont pété les plombs au bout de seulement 2 jours parce qu'ils ne pouvaient pas socialiser. Réfléchissez. Pour nous, ça allait très bien les TSA. Hein. Je vais vous dire, pendant le confinement, ça allait très bien. On a même été dégoûtés quand la vie sociale a dû reprendre. Hein. On était bien chez nous, dans notre bulle. Bah voilà. Hein, êtes-vous ça? Est-ce que vous avez fait un burn-out autistique? Est-ce que vous avez fait des shutdowns et des meltdowns? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous êtes saturé, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que saturé, parce que les personnes neurotypiques ne peuvent être saturées que dans l'énervement psychologique en fait. Ça n'a rien de sensoriel leur énervement. Voilà. Est-ce que vous, les personnes neurotypiques, vous avez été surchargés sensoriellement au point que toucher votre matériel de bureautique vous produise une décharge nerveuse entre les yeux, vos doigts et le cerveau et vous fait péter les plombs au bout de 2 heures de travail? Est-ce que vous avez eu ça? Voilà, ce sont des questions intéressantes. Et j'invite les personnes avec TSA à poser justement à un neurotypique une question, juste une question, pour qu'ils comprennent que, voilà. Alors oui, effectivement, dans les manifestations, il y a de l'énervement, il y a des crises, il y a parfois des pleurs. Ce sont des choses que peuvent expérimenter les personnes neurotypiques, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elles se disent on est tous un peu autistes. Dans les manifestations extérieures, oui, ça peut. Mais au bout de combien de temps? C'est ça aussi la question que je vous pose. Au bout de combien de temps? Il faut savoir que, en fait, sans nous vanter, mais bon, c'est même pas un cadeau parce qu'on subit ça. Notre cerveau, des fois, à certains moments, il ne filtre rien du tout en phase d'épuisement. C'est-à-dire que sur une minute, on doit traiter 5 fois plus d'informations qu'une personne neurotypique. Et encore, je suis gentil. Ça vous épuiserait ou pas? Je suis sûr que on échangerait nos cerveaux le temps qu'une journée vous tiendrez même pas. Nous, pourquoi on tient? Parce que depuis tout petit, on est habitué à s'adapter. On vit avec notre cerveau, donc on ne peut pas faire autrement. Mais cette surcharge sensorielle, elle est permanente. Elle est permanente. Et là, ce que je fais des ronds dans l'herbe. Moi, je m'en suis même pas rendu compte. C'est un moyen d'apaisement. C'est ce qu'on appelle du steaming. Mais au travail, ce steaming, il peut prendre des manifestations très visuelles. Et là encore, je pose la question à un neurotypique. Est-ce que vous seriez capable, quand vous êtes épuisé, de vous balancer sur votre chaise au travail? Non, vous auriez trop peur du regard des autres.
Moi, c'est même pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux plus ne pas me balancer des fois au travail. Je ne peux plus ne pas me tortiller, toucher continuellement mes bras pour sentir mon corps dans l'espace. Est-ce que vous, les personnes neurotypiques, vous devez faire ça pour sentir votre corps dans l'espace, de vous toucher continuellement, les bras, la tête, mettre des vêtements comme avec des capuches pour sentir vos oreilles, vous sentir des matières confortables et qui vous rassurent, qui vous apaisent. Est-ce que vous avez besoin de ça? Oh, je dis pas une fois de temps en temps, mais tout le temps. Voilà. Donc j'invite à poster votre commentaire et la question que vous auriez à poser selon votre propre expérience à une personne neurotypique qui n'a pas un TSA. Merci de votre attention et bonne journée.